Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver sur la page Facebook et la page YouTube de Légendes du Sport. Aujourd'hui, une petite nouveauté, puisqu'on va accueillir Thomas Numitor, qu'on avait eu la chance d'interviewer il y a quelques temps déjà, et qui aujourd'hui passe de l'autre côté en tant qu'intervieweur. Bonjour Thomas. Salut Thomas. Et aujourd'hui, Thomas, on va parler para-badminton. Toi, à la tête de para-badminton, on va parler également avec notre invité. Je te laisse le présenter. Donc aujourd'hui, l'invité, c'est Mathieu Thomas, qui est numéro 8 mondial en simple et numéro 5 en double. Voilà, qui est donc joueur de para-badminton dans la même catégorie que moi. Voilà, qui fait partie donc de l'équipe de France. Salut Mathieu. Bonjour. Bonjour les deux Thomas. Mathieu, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu sur ta carrière, sur un petit peu ce que tu as réalisé, et nous parler également un petit peu de ton handicap? D'accord. Moi, mon handicap, en fait, j'ai eu un cancer à 17 ans. Du coup, j'ai une tumeur cancéreuse qui m'a, en fait, on a dû me couper le nerf crural qui alimente ma jambe droite. Aujourd'hui, du coup, j'ai plus l'usage de mon quadriceps. Je me suis lancé dans le badminton très tard, à l'âge de 28 ans à peu près. Et j'ai refoulé mon handicap très très longtemps, parce que c'est de mes 17 à mes 30 ans à peu près. J'ai continué mes études, j'ai travaillé, et c'est qu'à partir de 30 ans que j'ai décidé d'avoir un rêve fou, c'était d'aller faire les Jeux paralympiques. Et du coup, depuis, je me suis donné un peu les moyens pour le faire. Et aujourd'hui, c'est mon job, c'est d'être sportif de haut niveau et d'aller décrocher une médaille à Tokyo, et je l'espère aussi à Paris. Justement, tu en parlais, le début de saison, comment tu as vécu le début de saison avec ton pépin physique? On sait qu'il y a eu le tournoi du Brésil, l'Open du Brésil et l'Open du Pérou. J'ai pas fait de bons résultats en simple. Je perds en 8e en simple au Brésil en ayant très bien débuté la compétition, parce que je bats un adversaire chinois, le numéro 1 chinois que j'avais jamais battu. Mais derrière, une contre-performance du numéro 4 mondial, le japonais, et je me le retrouve en 8e directement. Je fais pas un bon match du tout contre lui. C'est même là-dessus que je suis en train de travailler beaucoup avec les préparateurs mentaux en ce moment même. Et du coup, après, et en simple encore au Pérou, je sors pas de poule, je perds contre deux. J'avais une poule très relevée. Ouais. Ça, je donc, m'en souviens, sors je pas l'avais de poule. vu de loin. Du coup, contre-performance encore à ce niveau-là. Après, en double, c'est sûr que c'était mieux parce que je fais 2 médailles. Je fais finale en simple au Pérou et demi voilà, je me réconforte avec le double, mais voilà, le simple qui est l'objectif pour la qualif au jeu, c'était pas des bonnes nouvelles. Mon pépin physique date des championnats du monde, donc je le traîne depuis très longtemps. Mais c'est pas non plus ça que je mets comme excuse. C'est quand je suis en compétition, le pépin physique il est pas là, je joue à 100%. Donc non, on va dire et je le voyais pas comme un début de saison pour moi. Au contraire, je vois ça plutôt comme une fin de qualif. Mais j'ai vraiment j'avais hâte en tout cas que ça se termine, parce que c'était très très long. Cette qualif, elle a duré, ça faisait presque un an à la fin. Du coup, c'était ça qui était fatigant. Mathieu, quel est le rythme des entraînements en dehors de cette période si particulière de confinement et d'épidémie mondiale? Et quel est le rythme pour un athlète de ton niveau à toi, que ce soit dans le quotidien ou bien dans la préparation d'une grande compétition mondiale, voire européenne, voire mondiale? Est-ce que tu côtoies par exemple des joueurs valides lors de tes entraînements? Alors moi, je m'entraîne au pôle de Châtenay. Donc du coup, oui, je m'entraîne avec des valides qui sont plus jeunes que moi, mais c'est parfait parce que ils ont déjà un très très bon niveau. Ils ont déjà un niveau top 100 français, même top 30 pour certains. Donc c'est déjà très très bien. Après, le rythme d'entraînement pour moi, il est de 6 jours sur 7. Au final, il est de 6 jours sur 7, mais je fais réellement 5. Je fais 2 demi-journées, une demi-journée le samedi et une demi-journée le mercredi, pour laisser un temps de récup et un staff et travailler avec le staff médical beaucoup plus le mercredi après-midi et le samedi après-midi. Donc du coup, c'est un entraînement quotidien. C'est un choix. J'ai dû m'arrêter de travailler pour ce projet de me qualifier au jeu. Et voilà on va dire
la chose que j'ai dû mettre en place, c'est les sacrifices pour pouvoir être qualifié, en tout cas. Aujourd'hui, toi, est-ce que tu arrives quand même, malgré ça, à trouver des sponsors? Comment tu budgétises, comment tu arrives à financer une saison qui représente à peu près autour de 10 000 euros, une saison complète? Alors moi, le budget, il n'est pas de 10 000 euros, il est beaucoup plus. Il est beaucoup plus important parce que, ouais, en fait, Je tout dépend comptais de que les tournois. D'accord, Je parlais pas d'équipement. Je d'accord. comptais que les tournois. Au final, bah moi, au niveau des tournois, j'ai la chance aussi d'avoir fait des résultats, d'être listé sportif de haut niveau. Donc du coup, beaucoup de mes tournois sont pris en charge par ma fédération en termes de déplacement. Ils prennent 80% de mon déplacement et 100% de l'inscription et de l'hôtel sur place. Donc c'est quelque chose, c'est déjà un gros budget d'enlever. Après, j'ai la Ligue Île-de-France qui m'aide aussi à prendre en charge mes entraînements au Krebs. Je suis externe, donc du coup, c'est un coût un peu moindre. Mais du coup, voilà, quand même, c'est une grosse partie. Je peux m'entraîner gratuitement. En tout cas, ils prennent en charge tout ça. Et après, derrière, vu que j'ai dû m'arrêter de travailler, il faut que je trouve des sponsors pour vivre et pour faire vivre ma famille et pour payer mon loyer et ainsi de suite. Pour ça, j'ai pris aussi un agent parce que j'avais plus le temps de le faire moi-même. Donc voilà, j'ai embarqué beaucoup de monde dans mon aventure, agent, staff médical. Voilà, donc tout ça, il faut les payer, il faut les rémunérer. Et aussi, c'est aussi pour ça que je cherche des sponsors, que je continue là-dessus à travailler. Et pour ça que mon agent aussi travaille dur là-dessus. Au final, voilà, comme tu disais, le para-badminton se développe, mais ça reste pas non plus un sport très médiatique. En tout cas, j'ai bien conscience qu'on va pas gagner des millions grâce à la notoriété ou en tout cas par rapport à notre sport. Et moi, mon objectif, c'est plutôt de vendre un savoir, des compétences et de transmettre en tout cas toutes les valeurs que j'ai pu apprendre au sein du sport de haut niveau, mais aussi dans toutes mes expériences que j'ai passées en entreprise. Donc voilà, aujourd'hui, je me réinvente. Je deviens aussi conférencier. J'interviens auprès d'entreprises en tant que coach, conférencier. Voilà, je me réinvente aussi un peu et je propose des prestations pour les entreprises. Et c'est ce qui me permet de financer un peu ma vie, d'avoir un lien en entreprise et de transmettre tout ce que je peux vivre dans le sport de haut niveau. Mathieu, on en parlait tout à l'heure, vous en parliez tous les deux avec Thomas, les JO de Tokyo ont été reportés à l'année prochaine. Et dans Oui. 4 ans, il y aura les JO à Paris. On imagine que c'est l'objectif ultime peut-être d'une carrière. Surtout pour ma carrière à moi, parce qu'aujourd'hui je me fais vieux. Donc du coup, c'est sûr que j'aurai 40 ans à Paris. Et donc, je me suis fixé comme objectif de terminer ma carrière à Paris. Ma courte carrière, comme je dis, ça a débuté très tard dans ma vie. J'en ai bien conscience que je ne peux pas durer non plus éternellement. C'est une parenthèse énorme que je me fais. Et donc, du coup, oui, j'ai cet objectif d'aller à Paris et de défendre les couleurs de la France lors des Jeux à Paris. Oui. C'est mon gros projet après Tokyo, oui. Tu es invaincu en championnat de France depuis 2014. Ça fait 6 ans que tu n'as pas perdu au cours des championnats de France. Comment on fait pour trouver une motivation tous les ans pour revenir au niveau national? Ça doit être peut-être un peu difficile parfois quand on gagne autant sur la scène nationale de revenir chaque année en essayant de trouver une nouvelle motivation. Non, en fait, je pense que j'ai pas une motivation pour aller au championnat de France. Moi, mon objectif d'aller au championnat de France aussi, il est aussi. Moi, je serais très content qu'il y ait des adversaires qui progressent. Je suis très content que Thomas se développe, parce que du coup, ça crée plus de rivalité entre nous. Aujourd'hui, le pays comme l'Inde, il y en a 4 qui sont dans le top 10. Donc, ça montre dans le top 10 mondial, ça montre le niveau ça se tire vers le haut. Moi, je serais tellement heureux qu'en France on ait ça. Et donc du coup pour
pour moi, les France, c'est plutôt comme un encouragement aux autres. Et mon objectif, il est là aussi comme une promotion de notre sport. Donc, c'est pour ça que je suis là. En tout cas, au championnat de France, même si je sais que mon niveau est plus élevé que mes adversaires aujourd'hui, mais j'espère en tout cas que d'autres prendront la relève après moi. Et puis, si je peux encore les déranger avec mon âge, je continuerai. Voilà, c'est tout. On sait, on sait que tu as quand même, malgré tout, ça fait quelques années que tu es dans le parabat, tu le disais tout à l'heure. Est-ce que si tu as un souvenir à garder du para au jour d'aujourd'hui, une compétition, un match, un événement, tu choisirais lequel? Alors, le match que je garderai, c'est mon quart de finale en double au championnat du monde en 2017. Ce match-là, je joue contre du coup le japonais que j'ai perdu il n'y a pas si longtemps. Je joue donc il est numéro 4 mondial. Je joue un Indonésien qui joue avec lui et puis moi c'est la première fois que je fais une paire avec un Thaïlandais. Donc du coup c'est le match pour la médaille de bronze. Donc match très important avec beaucoup d'enjeux, beaucoup de stress. Honnêtement sur le papier, j'ai l'impression qu'on est moins fort. Et donc, du coup, je reste très, très concentré. Je pense que c'est un des matchs où j'ai fait, en termes de concentration, que j'ai fait j'ai mis la barre très, très haute. Et on a remporté ce match-là qui nous libère d'une médaille. Et voilà, c'était pour moi une de mes plus belles médailles face à des adversaires qui étaient très, très forts. Il y a eu aussi les championnats de France, les championnats d'Europe, pardon, en France, à Rodez, l'année d'après. Quel souvenir tu en gardes? Est-ce que ça fait partie aussi de l'un des meilleurs ou pas forcément? On rappelle que là, tu fais une médaille en double avec Guillaume Galli. Ouais, je suis vice-champion d'Europe en double. Du coup, j'échoue en finale et je fais une médaille de bronze comme du coup comme en 2016. Du coup, pour moi, je garde pas un bon souvenir de Rodez en termes de résultats. Déjà déçu d'être tombé contre le numéro 1 européen Daniel Bettel en demi-finale et pas être de l'autre côté du tableau. Parce qu'à l'époque, je savais que je pouvais aller en finale. En tout cas, je savais que j'étais le numéro 2 européen et de tomber contre lui sur le tirage, ça m'a un peu plombé. Et en double, du coup, de pas pu avoir conservé mon titre en double, on est passé à côté de notre finale, très déçu réellement. Donc du coup, j'ai pas un bon souvenir de ces championnats d'Europe et j'espère que là en 2020, j'ai vraiment une grosse soif de revanche là. Thomas le disait tout à l'heure, tu es plus ou moins sur ta fin de carrière, tu as 36 ans. Est-ce que tu commences déjà à préparer ton après-carrière? Entre guillemets, oui, mais je sais que je m'adapte très très vite. Et là, l'objectif, c'est tant que j'apprends et tant que je peux continuer, je continuerai. Donc, quand je dis que j'arrêterai après Tokyo, genre après Paris. Paris. Ouais. Ça, c'est parce que c'est loin, c'est lointain. Ça se trouve, ça changera. Ça se trouve, j'aurai encore la force pour continuer. Et après, derrière, me réinventer. Aujourd'hui, je sais que j'ai vraiment galéré pour trouver des sponsors et j'aimerais peut-être potentiellement aider des jeunes à transmettre ce que j'ai pu apprendre, le réseau que j'ai pu construire. Voilà, donc c'est tout ça. Après, travailler aussi en entreprise. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que toute cette expérience m'a fait amener à travailler avec l'humain et chose que je ne faisais pas trop dans mon job d'informaticien avant. En tout cas, l'humain n'était pas au centre de mon métier et je sais très bien que après le para-badminton, j'aurai un métier beaucoup plus centré sur l'humain. Tu souhaites quand même garder un contact avec le monde du badminton et du parabad? Oui, c'est sûr, dans le sens où je pense que tant que je peux transmettre encore des choses et aider au développement et rendre tout ce que le para-badminton m'a donné, oui, je resterai dedans, ça c'est certain.
Après, derrière, la vie fait que mes enfants ont grandi. J'ai envie aussi de les accompagner peut-être dans leur passion, en tout cas de leur transmettre des valeurs et essayer de les aider à se développer eux. Donc, on verra avec le temps qui me restera. Tout à ton honneur. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la fin de saison et pour ta fin de carrière, enfin le reste de ta carrière, parce qu'elle est quand même pas finie. Non. Là, ce qu'on peut me souhaiter, ce serait vraiment de me qualifier au jeu. Aujourd'hui, j'attends réellement les informations de la BWF par rapport à ça. Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles compètes ou pas? Aujourd'hui, même avec mon classement actuel, je sais même pas si je suis qualifié. On rappelle que tu es 8e mondial en simple. C'est ça, je suis 8e mondial en simple. Ils sélectionnent les 6 meilleurs mondiaux, mais avec des critères par pays, sachant qu'il y avait 4 Indiens devant moi. Ils en sélectionneraient 1, 2. Là-dessus aussi, on ne sait pas trop. Il y a des discussions. Donc, pour l'instant, ça pourrait me faire rentrer. Et encore, il y a des quotas par continent et des quotas par pays. Donc voilà, il y a beaucoup d'incertitudes dans tout ça. Et rien n'est joué. Il y a rien n'est joué. Et en même temps, sur le terrain, je sais pas si je pourrais encore, parce que mon destin, je l'ai encore entre mes mains, je ne sais pas. Donc, s'il est plus entre mes mains, il faut juste prier aujourd'hui pour que je sois qualifié. C'est tout ce qu'on te souhaite, en tout cas, Mathieu. Merci beaucoup. Ouais, on te souhaite le meilleur. Voilà, c'est la fin de cette interview. Merci Mathieu de nous avoir accordé ces quelques minutes. Merci à vous. Et puis, à très bientôt. Ouais, merci Thomas pour cette première interview. Avec grand plaisir, Thomas. Avec grand plaisir. Et Mathieu, bon courage à toi. Ouais. Merci beaucoup. Allez, on se dit à très bientôt pour une nouvelle interview sur Légendes du Sport. Vous n'hésitez pas à liker la page Facebook ou à suivre la chaîne YouTube Légendes du Sport. On se retrouve à très vite pour une nouvelle interview. Ciao, ciao.